Bon les amis, vous avez vu le titre de cette vidéo, l'écran que j'ai derrière moi, il envoie vraiment du lourd, c'est le PA32DC de chez Asus. Je vous rassure, c'est du prêt, la marque me l'a laissé quelques semaines, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je suis entièrement libre sur ma vidéo. Alors là, pour un moniteur, on est plutôt sur du haut de gamme, hein. Comme je l'ai mis dans le titre, c'est un écran qui vaut environ 4000 €. En comparaison, le PA279CV, qui est l'écran que j'utilise depuis quelques années, il vaut environ 540 €. Donc oui, ça fait cher comme ça, mais finalement c'est le prix moyen d'un écran haut de gamme professionnel. Il y a même des écrans d'étalonnage professionnels qui montent bien plus haut que ça. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le premier écran OLED chez Asus en 32 pouces. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur une dalle OLED. Moi, c'est le cas parce que mon PC portable que j'ai depuis à peu près 2 ans a un écran OLED. Et c'est vrai que pour nous, les vidéastes, les photographes, les images sont magnifiques, c'est génial. Il y a vraiment une profondeur au niveau des couleurs et du contraste qu'on a uniquement avec la technologie OLED. D'ailleurs, c'est avec l'OLED qu'on arrive à avoir vraiment le noir absolu. Alors moi, habituellement, sur ma configuration PC fixe, j'utilise le PA279CV. Donc il a une dalle IPS, c'est un écran 4K. Bon, il y a du 100% sRGB, du 100% Rec 709, ça fonctionne très bien, j'en suis très content. Mais voilà, j'en profite justement pour vous comparer les images sur une dalle IPS et une dalle OLED. Alors les deux écrans ne sont pas du tout dans la même gamme de prix, mais je pense que ça peut être intéressant juste déjà essayer de voir visuellement les différences entre la dalle IPS et la dalle OLED. Alors c'est jamais facile de filmer un écran avec une caméra, mais je pense qu'on peut voir quelques différences déjà visuellement. Donc avec l'OLED, on a un rapport de contraste qui est très élevé. Il est de 1 million sur 1 contre 1000 sur 1 pour le PA279CV. En plus de ça, on a un vrai écran 10 bits. Il est annoncé donc 100% sRGB, 100% Rec 709 et 99% DCI-P3. Donc on a des espaces de couleurs précis et fidèles. Ensuite, on a une dalle 4K HDR. Le PA279CV a aussi une dalle 4K. Et la grande nouveauté de ce produit, c'est que c'est le premier moniteur OLED à posséder un étalonnage automatique. Alors je ne sais pas si on peut le voir d'ici, mais en fait l'écran est doté d'un colorimètre à bascule motorisé. Il se met en marche quand tu lances la calibration. Donc c'est vraiment intégré au moniteur. On n'a plus besoin d'utiliser une sonde externe, même si dans la pratique, moi personnellement, j'aime bien continuer d'utiliser ma sonde iDisplay Pro. J'ai toujours eu de bons résultats avec elle, donc généralement je calibre tous mes écrans avec cette sonde. Alors il y a deux possibilités pour activer la calibration de l'écran. Soit on passe par le menu OSD du moniteur. Il y a une fonction calibration automatique. Alors celle-là, j'ai pas réussi à la faire fonctionner sur ma config actuelle. Par contre, ça marche très bien avec le logiciel Asus ProArt Calibration et c'est totalement gratuit. Alors on est sur Asus ProArt Calibration. Ça fait quelques temps que moi personnellement je l'avais téléchargé, mais je pouvais pas l'utiliser parce que en fait il n'est pas compatible avec tous les écrans. Moi avec mes PA279, il n'est pas compatible parce qu'évidemment il faut un écran qui dispose d'une calibration hardware et donc c'est le cas de ce PA32DC. Donc voilà à quoi ressemble l'interface. L'écran est bien reconnu, il est là. Et puis on arrive sur cette première page, la Color Calibration, et donc c'est ici qu'on va calibrer nos différents espaces de couleurs. On retrouve le mode standard, sRGB, Adobe RGB, Rec 2020. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi tous les réglages par défaut. Donc là on est sur un gamma 2.2. En température, on a du choix. Pour le sRGB, on peut voir qu'on est à 6500 Kelvin fixe et on est à une luminosité de 80 nits. Tu peux voir que pour le Rec 709, on est à 100 nits et il y a un peu plus de choix au niveau de la température de couleur. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, il y a trois possibilités. Là, on est en mode preset. On peut calibrer et écrire par-dessus les presets par défaut, ceux qui ont été calibrés en usine. Donc je peux, par exemple, sélectionner, on va dire, le mode sRGB. Voilà, et je vais lancer la calibration. Ici, je vais cliquer sur Start Calibration. Alors, il y a plusieurs étapes. Chose importante à savoir, pour utiliser la sonde interne, en tout cas pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut envoyer le signal vidéo via Thunderbolt, donc avec un câble USB-C de chaque côté, et il faut en plus relier votre ordinateur avec le moniteur avec un autre câble USB-A. Ça, c'est important et nécessaire pour utiliser la sonde intégrée. Pour l'instant, j'ai pas réussi à la faire fonctionner quand mon écran est relié à ma carte graphique en DisplayPort. Donc ensuite, à la deuxième étape, on a le choix, la calibrateur, donc de la sonde de calibration. On peut partir sur la sonde intégrée ou alors il y a plusieurs sondes qui sont compatibles. On a la Datacolor, les Spider, ou on a la X-Rite i1 Display Pro. Moi, c'est celle que j'ai également, donc on pourrait utiliser totalement une sonde externe avec cette application. Ça, c'est intéressant. Là, l'objectif, l'intérêt, c'est d'utiliser la sonde de notre logiciel. Et au niveau du profil, là, on va rester sur le mode auto. Ensuite,
on valide. Ensuite, c'est la troisième étape. Donc là, soit on place notre sonde externe au milieu de notre écran, à l'endroit indiqué. Là, ça va être la première mesure pour la luminosité. Donc là, voilà, mon indicateur est positionné pour recevoir la sonde intégrée du PA32DC. Je vais vous filmer ça en même temps avec la caméra. On va cliquer sur Start. Voilà, en fait, il sort automatiquement, hein, tout est vraiment automatisé, la sonde va venir se placer précisément au plus proche de l'écran, et voilà, on a le calcul de la luminosité qui commence. Voilà, donc là la première mesure est terminée, il a fait donc la mesure au niveau de la luminosité et ensuite on va pouvoir lancer la calibration. Alors tu vas voir, là on a une petite donnée de temps, c'est tout simplement un avertissement pour nous demander si l'écran est suffisamment chaud. La marque nous conseille d'attendre 30 minutes si vous venez d'allumer votre écran de manière à ce qu'il soit déjà à bonne température pour faire cette calibration. Alors une fois que la calibration est terminée, on a un petit document, un petit rapport, voilà, où on peut voir toutes les données et la comparaison par rapport à la donnée cible. Donc là par exemple je suis dans l'historique et on peut voir que moi j'ai effectué 2 calibrations avec la sonde interne. Donc les deux c'était en mode SDR et j'en ai fait une pour calibrer l'espace Rec 709 et une autre pour le sRGB. C'est les deux modes que j'utilise le plus régulièrement et je les ai écrits en mode utilisateur, donc mode utilisateur 1 et 2. Donc voilà, là on a accès à ce rapport et donc on peut comparer mon sRGB cible, il est à 80 nits et moi je suis à 81, c'est assez proche quand même. Pareil, la température de couleur est très proche. Le gamut là est pas à 100%, mais c'est pas grave, c'est quand même un très bon résultat, d'autant plus que mon Rec 709, si je vous montre le Rec 709 que j'ai analysé, voilà, on est à 99,88%, donc c'est quand même très très bon, on a un gamma très proche, une température très proche, voilà, au niveau de la luminosité on était pas mal, et puis ensuite on a le gamma moyen qui est plutôt correct, hein. En moyenne là ils me disent mon gamma moyen il est de 0,45, donc on est quand même très très bon, voilà. On a une bonne moyenne. Donc là, si je vais sur Device, j'ai une vue d'ensemble des deux modes utilisateurs et des différents presets. Alors, c'est vrai que 2 modes, bon, c'est vraiment le minimum, ça pourrait être pratique d'en avoir un petit peu plus pour calibrer différents espaces. Moi j'ai mis les deux que j'utilise le plus souvent, le Rec 709 pour la vidéo, le sRGB pour la photographie. Et puis pour l'instant j'ai pas recalibré tous les autres presets, donc on voit qu'on est sur le mode factory par défaut. À tout moment on peut dérouler le petit chutier et voilà, donc là je peux changer le user mode 1, je peux le passer en sRGB et peut-être mettre celui-là en Rec 709 et surtout ceux-là, si j'avais un profil de correction déjà d'appliquer, je pourrais revenir facilement sur le profil par défaut sortie d'usine. Et puis sur le dernier onglet, c'est assez intéressant, c'est tout simplement une fonction qui va analyser et qui va corriger la sonde intégrée de cet écran. Parce que oui, au fil du temps, une sonde peut se dérégler légèrement, donc c'est bien de faire cette calibration et justement ça va créer un profil de calibration pour la sonde que tu pourras appliquer lors de ta prochaine calibration. Donc comme ça, tu es sûr d'avoir le résultat le plus juste possible. Ensuite, au niveau de son ergonomie, on a des petits passages de câbles de chaque côté du moniteur. C'est en option, c'est au choix, on vient les visser au dos. Comme ça, même quand il y a de la pression sur le câble, la connectique va être toujours protégée. Il y a aussi 2 façons d'installer ce moniteur, soit avec la colonne centrale sur pied, voilà, ça vient se visser au dos du moniteur, ou alors il y a 2 petits pieds qui sont installés sur le moniteur qui peuvent pivoter. Donc voilà, en fonction de la configuration de votre bureau, on a 2 options pour installer ce moniteur. Et puis au niveau des connectiques, on a le choix, il y a 3 ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un port USB-C et 4 ports USB 3.2 Gen 2 de type A. Personnellement, moi je l'ai utilisé avec le DisplayPort, sauf pour la calibration automatique avec la sonde intégrée, on est obligé de l'utiliser en Thunderbolt avec l'USB-C. Donc on l'a compris, c'est pas vraiment un écran pour jouer aux jeux vidéo, là c'est vraiment un moniteur pour les créateurs, il fait partie de la gamme ProArt. Moi personnellement, jusqu'à présent, j'utilise le PA279CV qui fait partie aussi de la gamme ProArt de chez Asus. Alors le PA32DC, c'est un écran qu'on peut utiliser évidemment en photographie, pour de la retouche photo, pour du développement photo. Moi je l'ai utilisé sur Lightroom, voilà, ça fonctionne très bien, c'est plutôt agréable, hein, on a vraiment de belles couleurs. Donc généralement quand je suis en retouche photo, je me mets plutôt en sRGB. Donc on a vraiment du détail avec la dalle 4K et comme c'est du 32 pouces, c'est très grand, on a aussi plus de place, voilà, pour afficher l'espace de travail de notre logiciel et notamment pour la fenêtre de prévisualisation, la fenêtre de document, on a vraiment de la place pour avoir un affichage plus important.
Je vous remonte comme ça quelques photos en comparaison entre le PA32DC et le PA279CV. Je les ai réglés tous les deux sur le même espace de couleurs et c'est pour vous montrer un petit peu les différences au niveau du contraste et des couleurs. Et puis c'est surtout un écran qui va être adapté pour les vidéastes. Si vous faites beaucoup de projets en étalonnage, ça va être parfait. Moi je l'ai utilisé sur ma dernière vidéo où je refais les scènes du Seigneur des Anneaux au niveau de l'étalonnage. Là on peut être sûr qu'on a une bonne reproduction des couleurs, c'est un écran 10 bits, donc ça correspond à plus d'1 milliard de couleurs et ça va être notamment très utile pour du contenu HDR. Il prend en charge plusieurs formats HDR, le HLG, le REC 2020, le REC 2100. Donc il y a de quoi faire, hein, c'est ça la grosse caractéristique de cet écran. Et je pense que si on prend ce genre de moniteur, c'est vraiment pour exploiter le HDR. Donc au niveau du prix, on en a parlé, 4000 €, c'est un écran haut de gamme pour les professionnels. C'est vrai que la technologie OLED de manière générale est encore un peu chère sur le marché. Donc clairement, cet écran n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment destiné aux professionnels, voire à des boîtes de prod. Là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer les qualités qu'on peut retrouver sur ce genre d'écran et aussi commencer à voir un peu la différence entre l'OLED et une dalle IPS. Après, il y a vraiment du choix dans la gamme ProArt. Elle s'est bien étoffée depuis quelques années. Notamment, moi, je vous recommande vraiment le PA279CV. Pour commencer, c'est vraiment très bien. Moi j'en ai deux et je les utilise aussi bien en photographie qu'en vidéo. Je les ai calibrés tous les deux et c'est juste vraiment génial pour le développement photo ou de l'étalonnage. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a intéressé. Vous avez les liens comme d'habitude en description de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous utilisez actuellement en termes de matériel au niveau des moniteurs, quel type d'écran, quelle gamme, quelles caractéristiques vous faites attention d'avoir quand vous prenez un moniteur comme ça. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est la taille de l'écran, le fait d'avoir une dalle 4K, le fait d'avoir des fonctions HDR ou alors la prise en charge de l'espace de couleur? Voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!